ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Laura. Bonjour Justine. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Eh bien, je vais bien, je vais même très bien. Je suis ravie de t'avoir devant moi ce matin. Merci d'être dans mes oreilles et dans le podcast. Eh ben merci, merci, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un grand plaisir. C'est la 3e fois qu'on enregistre ensemble, à chaque fois sur des thématiques différentes, mais on évolue et ça, c'est cool. Mais sans plus attendre, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Je peux me présenter. Écoute, je m'appelle Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. J'y accompagne des entrepreneurs sur les thématiques de bien-être au travail. On a 3 branches pour faire simple, l'accompagnement de coaching, on a le yoga et on a la partie formation où on forme d'autres accompagnants. Voilà. Bien ta boîte, ça a 3 ans et des brouettes maintenant. Donc ça occupe pas mal des journées. Voilà, il y a un podcast, etc. également, comme chez toi. Voilà. Ça en fait. C'est parfait. Nous, on se connaît depuis un moment et c'est vrai que toi et moi, on a quand même fait évoluer nos entreprises. Et au départ, tu étais vraiment très focus bien-être entrepreneur dans leur entreprise, leur santé, etc. avec tous les outils que toi, tu as dans ta mallette de professionnel. Et c'est vrai que depuis une petite année, tu as développé donc la branche formation, comme tu l'appelles, pour aider les accompagnants, à être de meilleurs accompagnants. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux souffrir comme ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce que il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la posture d'accompagnant. Et que constatant le nombre d'accompagnants qui fleurissent, on va dire ça comme ça, sur le marché, qu'ils soient coach, thérapeute, etc., j'ai souvent pu constater, soit parce que je les avais moi-même en consultation, soit parce qu'on échangeait par raison t'as posé, etc., qu'il y avait un décalage entre ce que eux ils faisaient et ce que moi j'avais fait. C'est-à-dire que moi j'ai un parcours classique, donc moi j'ai un parcours thérapeutique universitaire classique, avec tous les inconvénients qu'il a, très peu professionnalisant, de longues années à se torturer la tête, etc. Mais avec un avantage du coup, c'est qu'on y passe du temps et que on est au contact de profs qui sont assez réflexifs la plupart du temps. Et je me retrouvais face à des nouveaux accompagnants entre guillemets qui eux faisaient soit pas de formation, ils apprenaient avec le terrain, soit ils faisaient des formations plutôt courtes qui du coup étaient très professionnalisantes, mais où je voyais, ils me disaient qu'au niveau de la posture, ils se sentaient désemparés. Alors ils te le disent pas comme ça, mais ils te disent qu'en gros, ils maîtrisent très bien les outils, mais que dès qu'il y a quelqu'un qui pleure, dès qu'il y a quelqu'un qui panique, dès qu'il y a une crise de colère, dès qu'il y a un truc qui sort un petit peu du cadre, et ils savent plus gérer. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que, déjà, c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui montrent que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement, ça se joue dans l'alliance. Et donc, dans la posture qu'a le praticien, qu'il soit coach, thérapeute, psy, ce que vous voulez, voilà. Et aussi, pour toi, en tant que praticien, parce que si tu te sens pas à la stabilité de réagir à l'émotionnel et au discours, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, putain, c'est quand même couillon ce truc-là, parce que la posture, c'est le principal. Donc, il faut qu'on les... Enfin, j'ai envie, en tout cas, leur proposer de les former là-dessus, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas ou que c'est déconseillé de devenir coach, mentor, accompagnant du jour au lendemain ? Ah oui. Je connaissais ta réponse, mais cette question me brûlait les lèvres. Polémique, go. Merci Justine, parce que je vais encore me faire plein d'amis avec ton podcast. En toute bienveillance, toujours. Voilà. Non, je crois que quand t'es accompagnante, t'as une responsabilité.
hein, même si t'es pas petit ou quoi que ce soit, tu as une responsabilité dans l'accompagnement de ces gens, dans la prise en charge d'une part de la santé mentale, dans leur prise en charge globale d'une manière générale. Donc, alors après les mentors, les consultants, machin, je sais pas parce que c'est pas mon travail. Bon, il y a une notion d'expertise quand même pour les consultants qu'il faut, acquérir par, les formations, l'expérience, le terrain ou que sais-je. En tout cas, même pour les mentors et les consultants, ceux qui veulent travailler sur leur posture d'accompagnant, de développer vraiment la posture d'accompagnement, les qualités rogeriennes, l'empathie, la neutralité bienveillante, l'accueil positif inconditionnel, blablabla, blablabla, tout ça là, créer de l'alliance avec les clients, ça, c'est sûr que ça se fait pas en 24 heures, c'est évident. Après, ça, c'est beaucoup Mhm. de terrain. Donc, il y a des gens qui n'auront pas fait de formation, mais qui seront très bons là-dedans parce qu'ils ont l'expérience du terrain, etc. Et après, je pense que pour ceux qui accompagnent, comme les thérapeutes ou les coachs, parce que bon, les psys, il y a pas débat. Eux, de toute façon, ils ont fait psycho, donc il y a pas Mhm. débat. Donc les thérapeutes et les coachs, ouais, moi, je crois que tu peux pas jouer avec la santé des gens comme ça, en disant, ah, mais j'ai lu Mhm. Tony Robbins hier matin, alors je vais faire coach, quoi. Mhm. Complètement d'accord avec toi. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai intégré l'année dernière donc ta bêta de ta formation sur la posture de l'accompagnant. Parce que même si au départ j'accompagnais des entrepreneurs, mais vraiment sur une casquette de mentorat, donc avec des outils marketing digital, copywriting, podcast, bah, t'es un humain. Et donc t'es pas là en train de parler pendant 3 mois que de marketing, que de podcast. Il y a des problématiques, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, mais il manquait des outils humains. Réellement. Et c'est vrai que du coup, ta formation, moi, m'a déjà rassurée et m'a fait à nouveau prendre conscience que, bah ouais, on n'est pas juste là pour construire un projet et que ça déchire et qu'on fasse 10 cas le mois prochain. Non, non, c'est aussi dealer avec un humain, avec ses besoins, avec ses blocages, avec ses croyances, avec tout ce qui englobe en fait bah, la personne dans son projet, tout simplement. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quand même une différence entre le mentorat, le coaching, le consulting, le thérapeute, et etc. etc. Peux-tu nous donner ta propre définition du mentor et du coach et ce qui les différencie? Mmh. Le coach, il est dans une posture le coach, pour le comprendre, faut revenir au mot cocher, hein, ça vient de là. Mm, Donc le cocher, c'est celui qui prend des voyageurs à un point A, qui les emmène à un point B. C'est celui qui connaît le meilleur chemin, on pourrait dire ça comme ça. Le chemin le plus court, le raccourci, je sais pas quoi. En mhm, aucun cas, il décide du point A, en aucun cas, il décide du point B. Donc le coach, c'est celui qui t'accompagne, ça va te rappeler des souvenirs de la formation, de la demande initiale à l'état souhaité. L'état initial, mhm, l'état souhaité. Il y a une demande et lui, il connaît ses outils et ses méthodes pour, arriver à cet état souhaité. Donc le coach est dans une posture d'accompagnement, il est pas dans une posture de conseil, à l'inverse des consultants, du coup. Là où le mentor, à mon avis, a quand même une posture davantage conseil puisqu'il va être plus enfin conseil, en tout cas, il va être hem, plus présent. Il y a un côté de: «On y va ensemble, toi et moi, parce que je te fais bénéficier de mon expérience, de mes connaissances, de mes mhm, compétences et cetera». Là où le coach, il fait pas ça. Le coach, il dit: «Moi, j'ai connais des outils et des méthodes qui, selon moi, sont le chemin le plus court pour aller à ton état souhaité», en fait, tu vois? Mais le coach ne donne pas mhm, de conseils. Le coach, effectivement, il l'accompagne, il va avec parce qu'on est en posture horizontale, donc on est sur le même niveau entre le client et le coach, mais il va pas être dans une démarche de te faire bénéficier de son expérience. Il le fait quelque part, mhm, forcément, mais en tant qu'humain, pas en tant que praticien. mhm. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus ce que l'on peut trouver dans ta formation? En tout cas, peut-être qu'il y a 3 grandes étapes pour bien accompagner, et bien, du point A au point B. Mmh. 3 grandes étapes. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'appel découverte ou la séance découverte ou peu importe Mmh. comment vous l'appelez. En tout cas, l'analyse de la demande. C'est-à-dire que on est contacté par un client, patient selon, coach, thérapeute, machin, qui a une demande, et qui se retrouve avec une problématique. Il va expliciter sa demande. La plupart du temps, il va pas te l'expliciter, nickel de bout en bout, hein. Donc il va falloir faire Mmh. l'analyse de la demande pour comprendre quel est le problème, quand est-ce qu'il est le problème, pour qui c'est un problème, pour, qui ça ne l'est pas, quand est-ce que ça ne l'est pas. Bref, faire toute une analyse de la demande pour arriver à une formulation de demande qui permette justement de dire: «Voilà le point A où on est et voilà le point B où on veut aller et voilà comment on y va». Ça, c'est l'opérationnalisation des objectifs, blablabla. Donc, à la limite, effectivement, pour bien accompagner, il y a une première étape qui se passe avant.
l'accompagnement Mhm. et qui permet aussi aux praticiens d'évaluer un peu de structure psychique pour ceux qui ont les connaissances là-dessus. Une réorientation aussi, il y a lieu de réorienter, savoir si nous-mêmes on est en posture d'aider, etc., etc. La deuxième étape, on pourrait dire que c'est... allez, je vais couper comme ça. On pourrait dire qu'il y aurait une quatrième étape qui serait post-accompagnement. Mais bon, tu m'as demandé 3, je vais faire 3. Dans l'accompagnement... Non, mais je suis quelqu'un d'organisé. Elle m'a glissé un bonus. Donne-le-nous aussi, ce bonus. Dans l'accompagnement, on va dire, il y a 2 choses. Il y a l'accompagnement en tant que tel, au sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire les process, les outils, gna gna gna. Donc là, il faut maîtriser les outils, il faut qu'on ait ce point A, ce point B, savoir comment on y va, etc. Mais moi, je pense, garder en tête les outils, c'est secondaire, c'est un support, ça permet de faire avancer le travail. Mais troisième point, ce qui est le plus important dans l'accompagnement, c'est l'alliance. Je casse les pieds à tout le monde avec ça. C'est l'alliance, c'est la posture. Et donc là-dedans, dans la posture, il y a l'alliance, c'est-à-dire l'espèce de contrat de confiance, comme dirait Darty, qu'on fait entre le client patient et le praticien, entre le bénéficiaire et le praticien, pour faire simple. Il y a les relances, évidemment, savoir comment nous on relance, qu'est-ce qu'on dit, à quel moment, comment on le dit, où est-ce qu'on veut l'emmener dans la réflexion, etc. J'avais une prof en psycho qui nous avait demandé en amphi, c'est quoi votre métier de psy? Donc évidemment, on a quasiment tous répondu, c'est de faire parler les gens. Et certainement pas. Votre travail, c'est pas de faire parler les gens. Votre travail, c'est de les aider à élaborer leurs pensées. Et je pense que quand on est un praticien qui utilise le langage comme outil, qu'on soit psy, thérapeute, coach, etc., notre travail, c'est de les aider à élaborer leurs pensées. Donc il faut que dans ta séance et à chaque relance, tu sais où est-ce que tu l'emmènes. Tu vois, parce que souvent, tu y vas comme ça, de question en question, de relance en relance. Et au final, tout le monde est mépo à la fin du truc parce que plus personne sait où on en est. Donc, il faut que je sache où est-ce que je veux l'emmener avec mes relances. Donc, dans la posture, il y a l'alliance, il y a les relances, il y a l'émotionnel. Évidemment, gérer son émotionnel, son émotionnel au bénéficiaire et son émotionnel à soi en tant que praticien. Et ce qui se joue dans l'interaction entre les deux. Et pendant ce temps, tu réfléchis à tes outils, et pendant ce temps, tu réfléchis à tes relances, et pendant ce temps, tu continues de l'écouter parce que lui, il a continué à parler. Donc, c'est ça le truc. Et puis après, effectivement, si on met un point bonus, après, il y a le post-accompagnement. Bon, là, après, chacun a ses process et ses habitudes, si je pourrais dire ça comme ça. Est-ce qu'on refait une séance 1 mois, 6 mois plus tard? Est-ce qu'il y a l'envoi, je sais pas moi, d'un bouquin? Est-ce que on envoie un mail, prendre des nouvelles? Bon, voilà. Mais ça peut être intéressant de pas effectivement clôturer, ou en tout cas, si on clôture avec l'accompagnement, qu'il y ait quand même un petit temps de bilan à la fin pour justement, est-ce qu'on est, on était au point A, est-ce qu'on est au point B? Si on n'y est pas, peut-être que c'est pas grave, peut-être qu'on est à une espèce de B' qui coule aussi, et qu'on puisse faire le point. Voilà, tout ça à faire. C'est balèze, et ça, on va dire, ça explique vraiment que on ne peut pas être un bon accompagnant du jour au lendemain. Évidemment qu'il y a l'expérience du terrain, mais il y a aussi l'apprentissage, quoi, avec tout ce que tu viens de nous dire. Non, mais t'as une nécessité de théorie qui me paraît indispensable. Exemple, truc qui me rend ouf. Je vois plein de jeunes coachs qui sortent des écoles de coaching, que je ne citerai pas parce que je vais encore pas me faire des amis, à qui on explique que comme ils sont coachs, ils doivent surtout pas faire de prise en charge de pathologie mentale. Sauf qu'ils n'ont pas un cours de psychopatho. Donc je comprends pas le truc, tu vois. Je me dis, moi, je m'imagine à leur place, t'es jeune coach, t'as pas d'antécédents d'études de médecine, de psycho, quoi que ce soit. Alors, on est d'accord que demain, t'as quelqu'un qui vient dans un délire psychotique, t'as pas besoin d'avoir fait 10 ans de psycho pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais par contre, il y a des troubles que tu vas rencontrer au quotidien, les troubles borderline, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles phobiques, etc. Et ça, si t'as pas la matière théorique, comment tu fais la différence, tu vois? Bon, ça, déjà, c'est un truc qui me rend dingue. C'est ça. Après, oui, effectivement, il y a des choses pour moi, et tu fais un métier de responsabilité. Je veux dire, tu t'envoies pas un médecin au bloc parce qu'il a l'expérience. Tu vois, même si je prends pas cet exemple-là, qui laisse sa bagnole à un mécano qui t'inquiète, genre j'ai appris, qui bricole, voilà, tu vois, genre qui bricole tranquille. Est-ce que tu laisses ta BMW ou ton Audi à un mec qui dit t'inquiète, genre
J'ai fait avec mon oncle il y a 2 ans. Genre non, tu vois? J'ai regardé des vidéos YouTube, Voilà, tu tranquille. vois? Genre non, tu fais pas. Bah, les accompagnants, c'est pareil et là, tu as à la limite, la voiture, j'ai envie de dire, ça sera du matériel, enfin, s'il y a pas d'humain dedans, mais Mmh là, mh. par contre, tu as les humains en live, quoi et Complètement. je me rappelle que je crois qu'on rentrait en 4e année psy, ouais, c'est ça et Marc Gandhi, s'il y en a qui le connaissent, qui était, notre prof de psychologie du travail et en l'occurrence, directeur du master à ce moment-là ou des recrutements de master, je sais plus, peu importe. Un jour, il s'agace en amphi pour une histoire de recrutement de master, je vous passe les détails. Je vous en passe lecture, c'est pas intéressant. Mais il craque, genre, tu sais, il ferme son cahier au milieu de l'amphi en mode bon, allez, vas-y, c'est bon, je rage quit, j'arrête le cours. Et il nous a dit ça, en fait. Il dit, mais vous allez sortir de master, vous avez quoi, là, 22, 23, 24 ans? Il dit la vérité, t'es pas thérapeute quand t'as 23 ans. C'est pas possible. Il disait, il faut que vous alliez Mmh vivre. mh. Et je me rappelle parce qu'il nous a dit, allez connaître l'amour, le désamour, l'honneur, le déshonneur. Et après, vous serez des bons thérapeutes, tu vois. Je crois Mmh. il a raison. Il y a une part de ça veut pas dire que tu peux pas être thérapeute quand tu as moins de 30 ans, c'est pas ça. Mais il faut quand même se rappeler qu'au bout d'un moment, il y a aussi l'expérience de vie, l'expérience De vie? de travail, mais l'expérience de vie aussi qui fait un bon thérapeute. Mais ça suffit pas. Je pense qu'il faut aussi de la Mmh. théorie, il faut des connaissances, il faut se former, il faut se tenir au courant, il faut, pratiquer, il faut voir passer plein de cas, il faut voilà. Comme dans tous les métiers, je crois, en vrai, hein. Mmh mh. Mmh. J'aimerais revenir au niveau de l'étude de la demande et de la possibilité de réorientation. Alors, il y a de plus en plus de coachs, ça fleurit tous les jours, c'est cool, offre un panel, divers et varié. Mais, il y a aussi un peu le revers de la médaille où tu peux te dire, soit que tu peux accompagner tout le monde, soit tu es qui pour dire non à qui que ce soit? Et grâce aussi à ta formation, ça m'a aussi permis de pouvoir dire non et de dire: «Non, mais en fait, je dis pas non, je veux pas ce client». C'est: «Non, je ne peux pas t'accompagner pour X, Y raison. Par contre, je te recommande une personne qui va être beaucoup plus armée, beaucoup plus appropriée, une meilleure accompagnante ou accompagnant que moi sur cette problématique-là que nous venons de voir». Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'on peut réorienter, de façon safe, que nous, on ne soit pas en tant qu'accompagnant, genre en échec total, j'ai pas les épaules, je peux pas, je sais pas faire et surtout ne pas, que le patient, le bénéficiaire, la personne qui attend quelque chose se sente abandonné aussi? Ouais. Alors la réorientation, déjà, il y a 2 options. Soit il y a la réorientation avant l'accompagnement, c'est-à-dire que dès l'appel découverte ou ta séance découverte, tu te dis: «Ouh là, ça va pas marcher» et donc on a une Mmh mh. réorientation dès le début, ce qui est souvent un peu plus facile parce qu'il y a pas d'alliance. Donc du coup, Mmh. il y a pas ce problème de, «Bah ouais, mais je te faisais confiance, je t'ai raconté toute ma vie, il faut tout que je recommence avec quelqu'un, Ouais. blablabla». Mais ça peut des fois être un peu plus difficile parce que tu connais pas la personne, donc la réorientation, tu sais pas toujours vers qui renvoyer, machin. Ou deuxième scénario, c'est la réorientation en cours de travail. Soit parce que ça fonctionne plus, soit Mmh. parce que, on est arrivé sur une problématique, latente, donc pas explicite, mais latente qui ne rentre pas dans ton cadre de pratique. Mmh. Bref, il peut y avoir plein de raisons et là, il faut réorienter. Bon, donc première option, on a la réorientation au moment de l'appel découverte ou avant l'accompagnement. Là, la plupart du temps, c'est quand soit on est dans le cas, ce qu'on appelle d'une demande autre, c'est-à-dire il y a bien une demande d'accompagnement, mais ça relève pas d'un accompagnement, par exemple, de coaching, mais ça relève d'un accompagnement de thérapie, donc réorientation. Ou Mmh. deuxième option, ça relève bien d'un travail de coaching, mais effectivement, tu n'as pas, toi, les compétences, les outils, ou tu le sens pas. Tu as le droit Mmh. aussi, hein. Bien, Aussi, voilà. complètement. Humainement, je le sens pas, ou la problématique, elle vient taper des choses chez moi que je suis en train de Mmh. travailler, qui sont pas très stables chez moi. Je vais pas foutre le bazar, chez personne, je passe la main. Donc là, généralement, c'est un peu plus facile parce que du coup, dès l'appel découverte, on va pouvoir expliquer aux bénéficiaires que, bon, pour X et Y raison, tu seras pas en mesure de faire l'accompagnement, mais que par contre, tu peux éventuellement lui proposer des contacts de personnes qui vont pouvoir faire la prise en charge, machin. Ça, je le dirai jamais assez. Ayez du réseau, ayez des contacts, Mmh. Complètement. voilà, pour ne pas laisser quelqu'un en rade. Alors, à la limite, à l'appel découverte, c'est pas encore très, très grave. Quoique, parce que dès l'appel découverte, tu peux avoir quelqu'un qui est quand même dans un état d'urgence et que ça serait regrettable de le laisser sans solution. Mais alors, deuxième option, quand tu fais les réorientations pendant l'accompagnement, heu, quand t'as pas de contact, ça peut être compliqué. Parce que justement, il va falloir, heu, accompagner quand même cette personne dans le fait qu'elle va devoir recréer de l'alliance avec quelqu'un d'autre, qu'elle peut se Mmh. sentir abandonnée, qu'elle peut se sentir, délaissée. Bon, là, généralement, c'est aussi à voir dans Mmh. l'accompagnement parce que
souvent quelque chose que tu as déjà dû observer, hein. A priori, la personne ne va pas se sentir abandonnée du jour au lendemain, hein. C'est certainement quelque chose qui devait être, déjà là Mmh avant mh. et donc là, c'est encore le travail de praticien d'avoir géré l'alliance en amont. Je suis Bien le sûr. praticien, je ne suis pas le sauveur, n'est-ce pas? Les accompagnants qui nous écoutent, n'est-ce pas? Et après Le message est effectivement passé. voilà et puis effectivement tout ce que ça peut nous évoquer, à nous, je sais pas moi d'illégitimité, d'insuffisance, de je suis pas à la Mmh. hauteur et gna gna gna, mais ça c'est à vous de le, bosser avec vous-même. Donc Travailler. Mmh mh. la réorientation c'est pas un sujet, simple, parce qu'il y a plein d'options. Il y a la réorientation complète, il y a la réorientation partielle, c'est-à-dire on va réorienter une partie de la problématique vers quelqu'un, mais ça n'empêche pas que tu puisses éventuellement toi continuer le travail avec la personne. Est-ce qu'on connaît la personne à qui on réoriente? Est-ce qu'on se partage le dossier? Est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe chez l'un, chez l'autre? Est-ce qu'on se dit rien? Il y a plein de d'options possibles, mais moi je trouve que c'est toujours enfin, c'est pas toujours une bonne idée, mais quand toi, en tant qu'accompagnant, tu commences à te dire: «Je crois qu'il faut que je réoriente», Mmh. je dis pas que systématiquement il faut le faire, mais la plupart du temps, il faut le faire. Au sens où, soit tu t'es rendu compte qu'il y a un truc que tu étais pas capable de faire, soit l'alliance, elle fonctionne plus et là, effectivement, on peut mettre un bémol parce que l'alliance, on peut la retravailler, on peut l'emmener, on peut en discuter. Enfin, c'est pas on peut, c'est il faut la ramener, il faut en discuter avec le bénéficiaire. Mais, bah, tu vois, déjà dans l'accompagnement, quand tu as commencé à dire: «Ouais, ça me saoule d'y aller, Mmh mh. je vais pas y arriver, machin», c'est pas très et c'est OK, en fait, c'est OK de pas y arriver, quoi. C'est OK de plus savoir, c'est OK de plus avoir d'idées, c'est OK d'être bloqué, c'est OK de pas avoir les connaissances, c'est OK que ça vienne chercher un truc chez vous avec lequel vous êtes pas très à l'aise. On a tous, réorienté et on continuera à réorienter. Vous avez des collègues Mmh. qui sont meilleurs que vous sur cette question-là et vous êtes meilleurs que sur d'autres questions, quoi. Complètement. Hem, Parlons maintenant de supervision, parce qu'on accompagne des humains et donc on reçoit des choses. Il y a des choses qu'on peut autogérer et d'autres pas forcément, qui viennent nous appuyer à des endroits où tu es là genre: «Hi, Mmh. ça fait encore mal par ici, comment je gère ce truc?» Hem, Bon nombre de praticiens, même thérapeutes, psy, se font accompagner, se font superviser, mais je pense pas encore suffisamment au niveau des coachs, au niveau des consultants et au niveau des mentors. Mmh. Hem, Peux-tu nous expliquer à quel point ça peut être important de se faire soi-même accompagner déjà d'une part, mais aussi, d'avoir une supervision, sur ce que l'on fait? Fondamental. Fondamental parce que déjà, il y a le travail sur soi, effectivement, en tant que praticien, puisque forcément, en tant que praticien, tu viens avec tes croyances, tes valeurs, tes conceptions du monde, tes traumas, tes expériences, blablabla. Mmh. Le discours que tu vas avoir en face, il viendra souvent résonner avec le tien, en accord ou en désaccord. Donc des fois, ça viendra heurter ta vision du monde. Et là, le travail d'empathie, de neutralité doit être suffisant pour lâcher ta conception du monde à toi. Évidemment, les cas auxquels on pense, bah, c'est tous les traumas qui peuvent être amenés et qui peuvent résonner avec les tiens, Mmh. blablabla. Donc le travail sur soi, il est très important pour gérer la projection, pour gérer les transferts, les contre-transferts, pour gérer l'alliance, blablabla. Donc c'est très important parce que sinon tu vas mettre le bazar dans l'accompagnement, c'est obligé. Déjà que quand tu travailles sur toi, ça t'arrive de mettre le bazar parce que tu lis la situation avec tes lunettes. Et même Mmh. si c'est ton travail de praticien de savoir changer de lunettes, et cetera, bah, il n'empêche que tu as des lunettes. Donc à un moment donné, tu biaises, tu tries et voilà, c'est pas objectif. Plus tu auras fait le travail sur toi, plus tu sais que, moi ça m'arrive souvent en consultation, quand on m'emmène quelque chose où je me dis: «Ouh là, TW là», tu vois? Genre trigger warning parce que je sais que ça, la manière dont c'est dit, la problématique ou tu sais quand ils arrivent en début de séance et qu'ils te font le débrief de l'interséance, tu vois? Des fois je suis là genre: «OK, je sais que ça va venir, attraper un truc chez moi, ce truc-là. Donc je reviens à mon truc, on va dissocier cette affaire-là et cetera». Donc ça, le travail sur soi, c'est très important pour gérer les projections, gérer les attentes, gérer les émotions aussi, évidemment. Mmh. Et puis, la supervision, c'est le fait donc d'être suivi par un praticien qui est la plupart du temps, bien entendu, plus expérimenté, que soi et qui va venir faire de l'analyse de cas et ou de l'analyse de pratique. Donc on vient, amener en tant que praticien, supervisé, on vient amener des cas qu'on a eus, en consultation, en séance et cetera, sur lesquels on a eu des difficultés, sur lesquels on a des questions, sur lesquels on a bloqué. Donc on peut partager des cas
et faire du travail effectivement sur la pratique, sur les relances, etc. C'est très important et c'est toujours extrêmement riche parce que dans l'avantage quand tu fais de l'humain, c'est qu'on a plein de façons de voir l'humain, qu'on a plein de façons de l'appréhender. Même en psycho, tu le sais, on l'a vu dans la formation, il y a plein de courants de psycho, ce qui est pas Mhm. toujours simple du coup pour s'y retrouver, mais ça a l'avantage que du coup, si tu es supervisé par quelqu'un qui est de ton champ théorique, bon, on se comprend, on se parle, machin. Si tu es supervisé par quelqu'un qui ne l'est pas, ça a aussi un avantage, c'est qu'il va te donner une lecture, il va t'emmener à une lecture Mhm. du patient ou du client que tu aurais certainement jamais faite. Tu vois. Donc la supervision, c'est très très utile parce que ça permet des fois de te dire «Ah putain, c'est pas idiot cette affaire-là, je l'avais pas vu comme ça», tu vois. Mhm. Et dans le cadre d'une supervision, est-ce qu'on vient avec des problématiques qui se sont passées en séance ou on vient avec soi-même ces problématiques comme une sorte de thérapie? La plupart du temps, quand tu es dans le cadre de la supervision, tu viens avec tes cas patient-client. Ok. Ce qui n'empêche pas que ça puisse, alors ça dépend des superviseurs, mais que ça puisse Mhm. questionner ce que ça t'a évoqué à toi, du coup. Bien sûr, Voilà. Pourquoi j'ai pas su répondre, pourquoi j'ai évidemment. pas su réagir, pourquoi j'ai perdu mes moyens, blablabla. Mhm. Ok. Et comment est-ce qu'on choisit son superviseur? Où est-ce qu'on en trouve? Alors, comment on les choisit et comment on les trouve? Eh ben, recherche Google, eh ben, réseau. Alors forcément, c'est un peu plus facile, je pense, pour ceux qui nous écoutent, qui ont fait des cursus soit universitaires, soit des cursus d'école, parce que du coup, Mhm. généralement, dans les professeurs, il y en a qui sont superviseurs. Si on vient pas de ces milieux-là, faites tourner votre réseau, donc demandez à vos collègues qui sortent d'école ou de fac, recherche Google, hein, supervision coaching, supervision thérapie, machin. Mhm. Hem, comment on les choisit? Comment on les choisit? La plupart du temps, on les choisit sur, bon, leur expérience, sur, moi, je suis assez attachée aux champs théoriques, quand même, Mhm. dans lesquels ils s'inscrivent. Alors après, ça peut être un choix d'avoir les mêmes champs théoriques ou des champs opposés si, comme on disait avant, enfin, opposés, mais du coup complémentaires. Comme on disait avant, si on veut un peu de voir un petit peu du paysage, Mhm. thérapeutique, si je peux dire ça comme ça. Après, il peut y avoir plein de modalités. Est-ce qu'ils font des forfaits? Est-ce qu'ils bossent à la séance? Est-ce que c'est 1 heure et demie, 2 heures? Est-ce que, enfin bon, bref, il peut y avoir plein de choses. Un peu comme quand on choisit son psy ou son thérapeute ou son coach. Après, il y a l'alliance, quoi. C'est-à-dire que si Mhm. humainement ça matche pas, eh ben on fera pas une alliance efficace et donc on fera pas un travail efficace, quoi. Mhm. Sur l'étude de la demande, au tout départ, tu parlais donc d'appels découvertes, d'entretien découverte, etc. Qu'en est-il des personnes coach qui ne proposent pas d'appels, d'entretien découverte parce qu'on en voit de plus en plus et c'est même devenu un espèce de truc de moi je ne propose pas de call, c'est fatigant, je veux pas faire l'entretien découverte, je n'ai pas besoin de ça pour vendre, etc. Comment est-ce qu'on peut faire sans réellement? Alors, ça m'évoque 2 choses. La première, c'est que pour moi, là, il y a un problème, comme tu l'as dit, je crois, au tout début, de confusion entre le rôle d'accompagnant et le rôle de marketeur Mhm. Mhm. ou Complètement. d'entrepreneur, quoi, tu vois? Heu, donc ça me paraît problématique parce que quand tu es un accompagnant, un praticien, à mon avis, dans ce cadre-là, tu dois être un praticien avant d'être un entrepreneur ou un marketeur. Et que oui, l'appel découvert, c'est chiant, ça prend du temps, c'est fatigant, des fois ça mène à rien, blablabla. Mhm. Mais d'un point de vue marketing, ça, tu peux t'en passer, très probablement, je conteste pas. D'un point de vue thérapeutico-accompagnemental, euh, Et humain. et humain, je vois mal comment tu peux t'en Mhm. passer. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est cette séance préliminaire qui peut se passer autrement qu'un appel découverte, mais cette séance préliminaire, elle est indispensable pour tout du moins commencer l'analyse de la demande. Peut-être qu'elle peut être finie en accompagnement, ça, ok, l'opérationnalisation, tout ça, bien sûr, tu vois. Mais analyser cette demande, c'est-à-dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce que ça peut matcher toi et moi, est-ce qu'il faut réorienter, Mhm. et même, j'ai envie de dire, s'il y en a qui nous écoutent et qui les font pas, ces séances préliminaires, appels découvertes, machin, ça peut être super dangereux pour vous, hein. Parce que tu peux signer un accompagnement et te retrouver avec quelqu'un qui est dans une instabilité psychique terrible, sauf que maintenant elle est là, ta Mhm. responsabilité de gérer, quoi. Donc Complètement. ça me laisse perplexe. Et dans le deuxième cas,
les appels, les calls découvertes sont pris en charge par une autre personne qu'on appelle un closer, une closeuse. Là aussi, ça me semble délicat. On n'est pas juste... Parce que le rôle du closer, de la closeuse, c'est de vendre. C'est pas forcément d'étudier la demande et de savoir si le coach, le praticien, le mentor, le consultant est capable de... Parce que oui, il a son champ d'expertise, mais humainement, peut-être que ça passera pas. Ou peut-être qu'effectivement, le praticien, s'il sent pas que il n'y a pas les épaules, pas les outils... il ne le saura pas, il le saura le jour J et cata, quoi. J'ai été très souvent démarchée par des closers pour gérer mes appels découvertes, machin. Je les ai systématiquement, gentiment refusés pour cette raison-là, en fait. C'est que pour moi, dans mon business, mon appel découverte, c'est pas un entretien de vente. Et pour moi, mon appel découverte, c'est l'analyse de demande. Et donc, il n'y a qu'un praticien, à mon avis, qui est capable de la faire. Alors, à la limite, est-ce qu'on pourrait imaginer de déléguer les appels découvertes à un autre praticien? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'embête un peu parce que tu perds quand même. Tu peux récupérer ta liste de ta fiche d'information, mais t'as pas eu le verbal, le non-verbal si tu l'as fait en visio ou en physique. Voilà, il te manque de l'info humaine, tu vois. Donc, moi, je suis la première, hein, des fois, les appels découverts, ça me gonfle, quoi. Je veux dire, bon, passer une demi-heure, tu reposes les mêmes questions, etc. Ça demande quand même beaucoup de concentration et tout. Mais c'est important quand même. C'est important parce que, voilà, c'est là que, comme tu dis, voilà, que tu as le feeling, que tu vas évaluer ce qui se passe. Est-ce que tu vas être en mesure de le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Des fois, on le sait pas. Et des fois, on se plante et ça arrive, c'est la vie, tu vois. Mais donc, ouais, non. Moi, je pense que c'est le premier point. C'est-à-dire, quand tu es un accompagnant, ça t'empêche pas d'être un marketeur et un entrepreneur. Pas moi qui vais dire le contraire. Mais il y a, à mon avis, des instants où l'une des postures doit prendre le dessus. Et à mon avis, quand on est dans l'appel découverte, c'est ta posture de praticien, que tu sois coach, thérapeute ou quoi que ce soit, qui doit prendre le dessus sur le marketing. Et j'en avais déjà parlé il y a quelques années avec Pauline Sarda, que tu connais, puisqu'elle m'avait accompagnée sur LinkedIn, et où justement, je lui avais dit, moi, mon enjeu, c'est que mes entretiens de vente ne sont pas des entretiens de vente. Même si il y a un objectif de vente, mais c'est pas l'objectif prioritaire. C'est ça. Et c'est ce qui permet aussi, du coup, de dire non, de réorienter ou de proposer autre chose parce que tu as étudié la demande au préalable. Ouais. Moi, je me dis, mais des fois, en ayant fait des analyses de demande, je me suis retrouvée dans des accompagnements où je me suis dit, putain, j'avais pas vu le truc arriver. Bien, je me dis, mais si j'avais pas fait l'entretien, mais Surprise! ça me paraît... Le Kinder Surprise. Alors après, ce qui est possible, c'est de pas faire d'entretien d'appel découverte, ça c'est possible, comme la plupart de mes collègues psy n'en font pas. Mais parce que tu viens à la séance. Donc du coup, eux, ils ont quand même leur première séance, ou 2, 3, 4, ils ont les premières séances pour dire waouh, ça va pas le faire, tu vois. Petit 1 et petit 2, ils sont quand même formés à un éventail de situations plus important. D'un point de vue humain, je veux dire, d'un point de vue psychique. Donc du coup, ils sont généralement quand même plus en mesure de... Voilà. Donc après, pourquoi pas, tu fais pas d'appel découverte, mais tu fais payer une première séance. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'elle soit payée. Tu travailles, elle est payée, ok. Tu fais payer ta première séance, mais c'est au clair avec le bénéficiaire que c'est pas parce qu'on fait cette première séance qu'on est parti sur l'accompagnement. Ce qui me paraît un peu suicidaire, c'est de partir sur les forfaits, quoi. Genre, ou ceux qui ont des accompagnements fixes, tu sais, genre où pour tout le monde on fait ça en séance de machin. Voilà, et qui vendent le pack sans entretien. Ah, complètement. Moi, que ce soit pour le programme de podcast ou pour le programme Réveille ton biz, donc du coup accompagnement sur une restructuration, etc. de son business, sans entretien, ça veut dire que je peux accueillir tout le monde et que peut-être déjà, les profils, parce qu'en plus c'est groupe et individuel, donc déjà peut-être que les profils, ça va pas du tout matcher. Enfin, je fais hyper attention. Et donc, ça m'est arrivé qu'une personne me contacte d'abord pour le podcast et finalement on se rend compte que non, c'est juste un bon gros syndrome de l'objet brillant parce que c'est en vogue, tout ça, et qu'en fait, il n'y a pas de stabilité, il manque plein de choses en fait, et que c'est juste lancer un podcast pour lancer un podcast comme tout le monde. Et dans ces cas-là, maintenant, parce que j'ai développé mes propres choses, je peux réorienter soit vers quelqu'un d'autre, évidemment. D'ailleurs, je t'en renvoie de temps en temps. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'au point de te contacter, mais je te recommande souvent.
Mais du coup, ouais, je peux facilement réorienter soit parce que je propose d'autres choses qui sont complémentaires ou personnalisées en individuel, ou alors à quelqu'un d'autre, évidemment. Et pourtant, c'est un programme d'accompagnement podcast. Mais si derrière, il n'y a pas le temps, où tu sens qu'en fait, t'as un petit surmenage dans le coin, où on est complètement dépassé, où c'est encore un truc... Enfin, bah non, en fait. Je suis capable de dire non, vraiment. Et parce qu'il y a eu cette étude avant. Et au départ, j'ai failli tomber un peu dans le truc de ouais, c'est bon, c'est un truc de podcast, ça va. Ouais, non, non, c'est pas juste un truc, c'est pas juste un truc de podcast, ça demande du temps, c'est lié à un business, c'est sa voix, toutes les croyances, tous les blocages qu'on se met en plus au travers de sa voix, de ses mots, etc. C'est pas juste un podcast, c'est un vrai truc où il faut s'y sentir bien avant toute chose, quoi. Ça m'évoque deux choses. Il faut jamais sous-estimer. Il y a une citation comme ça, tu sais, quelqu'un qui dit chaque personne que vous croisez livre une bataille intérieure dont vous n'avez pas idée, soyez toujours gentil, un truc comme ça, tu vois. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que même si vous accompagnez sur du podcast, sur Instagram ou quoi que ce soit, les gens que vous avez en face, ils ont un vécu dont vous n'avez pas idée. Et c'est pas parce que c'est juste un podcast ou juste un post LinkedIn ou juste une publication Instagram que ça peut pas venir réveiller des trucs. Harcèlement, par exemple, hein, je crois qu'on l'avait eu en étude de cas quand tu faisais le programme avec moi. Voilà, ça peut arriver. Alors, vous ne serez peut-être pas en mesure, parce que vous n'êtes pas psy ou thérapeute ou machin, de faire les prises en charge, mais par contre, il faut être en mesure de pouvoir y réagir et de pouvoir réorienter. Donc, on sait jamais. Et il faut pas se dire, tu as complètement raison de le souligner, ça. Il faut pas se dire, ah, ça va, je fais du podcast ou Instagram, donc non, t'accompagnes des humains d'abord, en l'occurrence sur des thématiques de podcast et d'Instagram, mais qui restent des humains en premier lieu et qui te font confiance. Donc il faut pouvoir réagir. Après, tu pourras ne pas le prendre en charge si c'est pas ton taf, ça, ok. Et le deuxième truc que ça m'a évoqué, et que j'ai pas dit dans les réorientations, mais quand tu as parlé d'épuisement, ça m'y a fait penser. Ça, c'est typiquement un truc que n'importe quel accompagnant, malheureusement, peut rencontrer. Problématique d'épuisement professionnel, épuisement parental, burn-out, etc. Et ça peut être très dangereux. Il faut pas passer à côté de ce genre de truc-là. C'est réorientation médecin traitant tout de suite. Et voilà. Et ça, par exemple, dans les réorientations, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a des questions de responsabilité déjà légales, envers le médecin, et puis de responsabilité humaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer, quoi. Pas claquer la séance en disant, bah tiens, le client il est fatigué aujourd'hui. Et puis j'aimerais aussi souligner que si vous sentez aussi que le médecin traitant n'entend pas et n'a pas la panel d'outils aussi pour pouvoir mieux accompagner, on change de médecin traitant. Alors je sais à quel point c'est compliqué, je sais à quel point c'est pour trouver un médecin traitant généraliste qui nous a accepté dans son cabinet, c'est la croix et la bannière, que tu sois en ville ou en campagne. Mais il faut pas y rester juste parce que c'est juste d'un point de vue administratif. Je sors d'un parcours de médecine, donc il y a un rapport aujourd'hui en France avec le corps médical qui est pas toujours simple et que j'aime aussi à pondérer parce qu'en France on a de bons médecins. Faut pas l'oublier non plus, tu vois. Même si je suis la première à être parfois en désaccord avec cette médecine allopathique, mais on a de bons médecins. Maintenant, je pense que le problème, et pas que pour mes confrères et confrères médecins, je pense que pour l'ensemble du corps soignant, au sens large, en France, on a de bons praticiens et on a de bons techniciens, mais on n'a pas des bons soignants. Alors, il y en a qui ont les deux. Super. Martin Winkler en parle très bien, celui qui avait écrit Le cœur des femmes. Il parle beaucoup de ça. Mais ça, pour moi, c'est le cœur du problème. Et c'est pour revenir sur ta toute première question, c'est tellement une des raisons pour lesquelles j'ai créé la formation, c'est que on peut être des bons praticiens, on peut être des bons techniciens, on peut connaître par cœur notre encyclopédie de médecine en long, large, en travers, on peut connaître tous les outils de psycho, etc. Ça fait pas de toi un bon soignant. Ça me fait penser aussi, alors je pense que tu vas même pouvoir l'utiliser en exemple dans ta formation. Hier soir, je regardais Netflix et je regardais la série Afterlife. Génial cette série. Tu chouines, tu ris, c'est génial. Bref, dernier épisode, il y a une nana qui se sent super seule, abandonnée, qui cherche un mec qu'il ne trouve pas, machin, et elle se sent vraiment très très seule. Et elle se dit, ma vie, là je ris plus, je m'amuse plus, je vais aller au yoga du rire. Elle se pointe au cours de yoga du rire. Et puis le mec dit, allez, on commence, machin, faites les mouettes et tout, ouvrez la bouche, commencez à rire. Et elle, juste d'essayer d'exprimer n'importe quelle émotion, l'a fait craquer. Donc elle s'est mise à pleurer. Et le prof de yoga du rire la regarde et lui dit, il faut que tu partes d'ici parce que là, t'es en train de faire baisser l'énergie. La nana est en train de pleurer. Elle vient ici pour
sentir quelque chose, exprimer des émotions, retrouver de la joie, ouvrir quelque chose, quoi. Elle s'effondre en larmes, il ne peut pas la gérer, il le dit devant tout le monde, et elle s'en va, allez, bim, quoi. T'as tout ce qu'il ne faut pas faire Exactement. en 30 secondes d'épisode, vraiment, parce que du coup, il sait pas qui elle est, il sait pas comment elle va réagir, elle aurait pu aller taper une TS derrière, hein, tu sais pas son niveau de solitude, enfin, truc de fou, quoi. Et le mec le dit devant tout le monde et elle s'en va en pleurant. Bon, après, elle s'achète un chien, machin. C'est une série, hein, je rappelle. Mais ça m'a choquée, vraiment. Ouais. Ouais, mais moi, des fois, je vous l'ai déjà dit en formation, mais c'est des fois, juste rappelez-vous qu'au-delà d'être des accompagnants, vous êtes des humains, en fait. Mm. Donc, des fois, juste réagir en tant qu'humain à quelqu'un qui pleure, l'envoie pas bouler. À la limite, si vraiment, je sais pas, yoga du rire, je sais pas, si vraiment c'est emmerdant parce que tu fais trop baisser les vibrations du groupe, eh ben, isole-toi avec cette personne et vous allez passer 5 minutes et puis on discute et on apaise le truc et pourquoi pas. Mais il y a quand même plein d'autres solutions que juste Complètement. envoyer bouler comme ça. Et surtout, j'entends une notion un peu de déresponsabilisation quelque part, hein. C'est toi qui pleures, c'est toi Mm. qui, qui baisse l'énergie du groupe. Donc, je ne suis pas responsable en tant que gérant du groupe, Ouais. Mm. en tant que Mm. mentor ou machin, en tant que prof de yoga. C'est toi qui es responsable. Donc, s'il te plaît, prends ta responsabilité et va-t'en, tu vois. Non. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Mhm. Bah, complètement. Et même moi qui venais et qui vais revenir au yoga, oui, à chaque début de séance, tu demandes est-ce qu'il y a des choses est-ce que je dois savoir quelque chose qu'on soit nouvelle ou non, tu poses des questions. On en est où aujourd'hui, en fait? Est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce qu'il y a une douleur? Comment ça va aujourd'hui? Et bah, si tu posais pas ces questions-là, on pourrait arriver avec, je sais pas, un tour de rein, enceinte, on ne le dit pas, on pourrait arriver avec une crise existentielle, une crise émotionnelle, quelque chose qui va pas, et toi, tu te retrouves là-dessus, tu sais pas ce qui se passe, et on peut s'effondrer. Enfin, non, tu poses juste des questions simples, mais qui te permettent, toi, de savoir où est-ce que les gens en face de toi en sont aujourd'hui. Mmh. Oui, puis il faut savoir, des fois, bon, tu vas poser la question, tout le monde va te dire: «Oui, oui, tout va bien», parce qu'il y a la pression du groupe, parce que, la personne dit que ça va aller et cetera, puis ça pète au milieu du cours de yoga ou quoi que ce soit et et je crois que si toi, en tant que praticien, prof de yoga et cetera, tu as fait encore une fois le travail sur toi, avec tes émotions et que tu as fait la paix avec le fait que les émotions négatives, c'est pas un problème et qu'on veut pas les supprimer, qu'on veut pas les éviter. Bah, du coup, tu vas pas chercher à ce que l'autre aussi les supprime ou les évite et du coup, tu vois, ça, par exemple, je trouve que c'est embêtant, tu vois, dans l'exemple que tu donnes, quand le mec il dit: «Arrête de pleurer, ça baisse l'énergie». Alors Mmh. oui, bien sûr qu'on est sur une émotion à fréquence plus basse, ça c'est certain, mais c'est pas pour autant que c'est un problème, en fait. Parce que peut-être que cette nana, en pleurant pour je ne sais quelle raison, pour sa solitude, je crois, peut-être qu'elle va amener une libération de parole sur d'autres personnes qui sont Mmh. seules, mais qui osaient pas le dire et cetera, tu vois? Donc du coup, moi je pense que le problème, il réside aussi dans le fait qu'il y a quelqu'un qui se met à pleurer, puis on en fait un drame, quoi. Ou quelqu'un qui se met en colère et on en fait un drame. Tu sais, on est toujours: «Ah, mais pleure pas, mais Mmh. t'énerve pas». Mais vas-y, pleure, énerve-toi, claque la porte si tu veux, je m'en fous, mais du moment que qu'il y a pas de violence, tu vois? Mais faisons pas un problème de ces émotions négatives. Les émotions, elles ont un Mmh. message à nous faire passer. Les émotions négatives ont aussi leur message à faire passer et si on l'entend pas, de toute façon, il finira de toute façon par faire passer le message à un moment donné, en douceur ou en force, hein, c'est certain. Mmh. Complètement. J'aimerais revenir aussi une demi-seconde sur, comment choisir, en fait, son coach, son accompagnant. Comment est-ce qu'on peut le choisir aujourd'hui? Parce que, bah, comme on l'a dit à maintes reprises, il y en a de plus en plus et généralement, la vitrine se trouve sur les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn ou même un site internet. Des fois, t'as des sites internet qui sont imbuvables et tu là genre: «Oh là là, le site est trop dégueulasse, je m'en vais» et des fois, tu as des trucs qui sont la Rolls-Royce, du WordPress et en fait, tu as derrière quelqu'un qui est pas capable de prendre en charge. Comment est-ce qu'on choisit la personne, qui va nous accompagner? Vaste sujet. Déjà, ah, il y a plein de choses. Déjà, il y a le feeling, parce que Mmh. si vous la rencontrez par les réseaux sociaux, c'est très probablement que vous êtes tombé sur le compte Instagram ou une story ou un live ou une vidéo YouTube ou pia 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 pia. J'en profite au passage pour préciser de faire attention à tous ceux qui sont connus et qu'on a envie absolument de se faire suivre par eux ou par elles parce qu'on suit, les comptes Insta ou TikTok ou Mmh. YouTube et machin et qu'il y a un effet de: «Je veux absolument que ce soit cette personne», mais Mmh. ce sera peut-être pas la bonne La personne pour fame. toi. Exactement.
Il y a le relationnel, il y a, après il y a des critères, quoi. C'est déjà, est-ce que tu as besoin d'un coach, d'un psy, d'un thérapeute, de machin? Et après, il y a des critères. Tu as des gens, je pense à une de mes clientes qui sont très attachées au diplôme. Donc bon, ben elle est allée sur mon site et elle a fait ma liste Elle a vu. voilà. Ma liste de formations. Tu en as qui ont absolument rien à foutre de ça, et qui vont être attachés à l'expérience, par exemple. Mhm. Il y en a qui sont attachés ni à l'un ni à l'autre, mais qui sont très attachés à l'humain. Enfin bon, donc moi je vous dirais, ce n'est que mon avis, il y a une grosse part d'humain quand même, parce que la personne, si elle est bardée de diplômes, mais que ça passe pas, bah, ça sert à rien. Mhm. Donc il y a de l'humain, l'expérience, pourquoi pas. Maintenant, je dis pas que l'expérience, ça veut rien dire, c'est pas ça, mais t'as quand même des gens qui n'ont pas 25 ans de métier, mais qui peut-être sur la problématique qui est la tienne, ont une expérience de dingue. Parce que peut-être qu'ils Mhm. l'ont vécu eux-mêmes et qu'ils l'ont travaillé, n'est-ce pas, en thérapie en supervision. Donc ils te le projettent pas plein la tronche. Mais du coup, ils ont une expérience phénoménologique de ce que c'est. Et à mon avis, ils sont meilleurs, à mon avis. Ou parce qu'ils, tu vois, ils avèrent qu'ils ont fait un stage ou je sais pas quoi et que bam, ils sont tombés sur la problématique, ils l'ont déjà vu. Bon, ben, voilà, coup de bol Mhm. pour toi. Donc, l'expérience et bah, les formations, moi, je trouve que ça y fait quand même. Alors après, moi, forcément, je suis la pire, parce que les accompagnants, on est les pires à être accompagnés, forcément. Mais moi, je suis pas une accro à des longues listes de diplômes. Ça va pas me rassurer, si tu veux, quelqu'un qui, qui comme moi, là, affiche les 25 diplômes, machin. C'est pas forcément quelque chose qui me rassure. Par contre, ce qui me rassure, c'est qu'il y ait une base, quoi, tu vois. Genre, Mhm. donc, ma réassurance ne va pas croissante avec le nombre de diplômes, mais c'est vrai qu'il y a quand même une base où, voilà, quoi, la personne qui me dit qu'elle n'est pas formée, qu'il y a 25 ans, elle a fait un master de maths et que depuis, elle s'est réorientée parce qu'elle a lu Tony Robbins, non, je... Mhm. c'est pas pour moi. Peut-être pour d'autres, pas pour moi, en tout cas. Merci pour ta réponse. On s'approche tout doucement de la fin et moi j'ai une question parce que je suis Madame Podcast et que tu as aussi un podcast qui s'appelle tout simplement Bien dans ta boîte. Pourquoi avoir lancé ton podcast? Parce qu'en plus ça fait un moment que tu l'as lancé et aujourd'hui, quelle est sa place dans ton entreprise? Alors, le podcast, alors, pourquoi l'avoir lancé? À la base, la, la drôle d'histoire, c'est que à la base, c'était censé être qu'un podcast, hein, bien dans ta boîte. C'est que Ok. j'étais en soirée réseau sur Lyon, au Tuba précisément, pour Lyoncast, qui est une association que j'avais créée avec deux amies lyonnaises, promotion de podcast. Et donc, on faisait venir des intervenants. Et en fait, Wesley vient faire son pitch, là. Et d'un coup, tu sais, illumination neuronale, genre, je sais plus ce qu'il raconte. Je dis, putain, mais ça serait une idée géniale de faire un podcast qui s'intéresse aux problématiques bien-être des entrepreneurs. Mhm. Laura, ni une ni deux, elle rentre à 23 h à la maison, nom de domaine, j'ai une idée de fou. Chut, je sais qu'après, réussi à aller me coucher. Je me suis réveillée sûrement très probablement à 5 h du matin pour avancer le truc et tout. Et en fait, le lendemain matin, après quelques heures de sommeil dessus, en regardant de loin la mind map et tout, je me dis, mais je peux en faire Il y a je plus. peux en faire mon travail de ça. Genre, je peux le faire. Je suis formée à tout ça. Bref, ça, c'était l'anecdote. Quelle place aujourd'hui il a le podcast? Je dirais deux choses principales. Il a clairement une place marketing dans le business, faut pas se mentir. Il fait partie du tunnel d'acquisition, qui chez moi démarre principalement sur Instagram et qui après va jusqu'au podcast. Et deuxième truc, ouais, bon, c'est un peu lié, mais bon. Deuxième truc, c'est ça permet de créer de la proximité avec l'alliance, avec la meuf est obsédée, obsédée Par par l'Alliance. l'alliance. Ça permet de créer de la proximité et de l'intimité avec l'audience, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Par exemple, en appel découvert, c'est très drôle, parce que c'est souvent des gens qui m'ont écouté en podcast et qui me disent: «Ah, Mhm. c'est marrant de t'entendre parce que je t'entends tout le temps». Complètement. Moi non, du coup. Donc de la proximité, de l'intimité avec l'audience, évidemment de partager des connaissances parce que j'ai quand même, n'est-ce pas, tout le monde le sait, tu en as fait les frais en formation, ma petite déformation universitaire et mon petit syndrome de l'expert qui fait que blablabla, je déroule mes exposés théoriques pendant des heures. Donc j'adore le podcast parce que ça me permet d'avoir de l'espace pour faire de l'exposé théorique et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Je me force à pas faire que ça. Donc ça me sert à ça, et ça sert beaucoup à apporter du contenu gratuit
quand même, de bien-être au travail, de sensibiliser sur certains sujets, de réveiller aussi, chez des personnes des trucs genre: «Ah ouais, putain», tu vois? Le pas longtemps, j'ai fait un podcast sur Mmh. le lien entre la théorie de l'attachement et le business et j'ai quelqu'un qui m'a appelé en appel découverte et ça n'a rien donné d'ailleurs, tu vois? Ça arrive, mais parce que justement le podcast a dit: «Ah putain, mais j'avais jamais lu la problématique sous cet angle-là». Voilà. Mmh. Hyper pertinent. Lancer un podcast, voilà, c'est tout. Tout ce que ça Ah, apporte, c'est méga c'est un riche. super c'est un super format, hein. C'est un super format parce qu'en plus, Mmh. si tu es emmerdé par la vidéo, parce que tu veux pas te montrer, parce que tu sais pas faire les montages, parce que c'est un peu plus lourd, parce que tu Mmh. vis dans la Drôme avec une connexion ADSL qui n'est pas capable de charger des vidéos, et ben le podcast, c'est bien pour ça. Ouais et puis, la vidéo, il faut de la lumière, il te faut installer un gros Ouais, setup, tu peux pas enregistrer forcément en pyjama, pas maquillée, enfin, voilà. Il y a aussi toutes les ah oui, c'est ça, contraintes, ouais. qu'au podcast, il y a pas, Ouais. quoi. Podcast, toi et moi, on a le même micro, on se casse peu importe où est-ce qu'on est, on part avec, on enregistre, on met en ligne, point barre, quoi. Ah ouais, clairement, non, mais c'est un super format. Et puis, il y a Mmh une, mh. ouais, une intimité, une proximité avec l'audience Complètement. qui est plus importante, je trouve. J'ai la question signature du podcast. Je crois que je te l'avais déjà posée dans Just in Tune et j'ai voulu la remettre ici parce que j'adore cette question, donc je te la pose. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose? Waouh! J'ai 4 heures pour, répondre à ça? Je crois que tu as répondu la même chose la fois où je te l'avais posée il y a 2 ans. OK, Laura, OK, là, vas-y, je fais un plan là, je fais un plan. elle aura aucune originalité dans tes réponses, vraiment. Réinvente-toi, Beston, s'il te plaît. Une question que tu m'as pas posée et que j'aimerais que tu me poses. Et je sais pas si j'aurais aimé que tu me la poses, mais je pense que c'est une bonne question. C'est un truc genre, où est-ce que tu te vois dans 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Mais je vais rentrer en évitement émotionnel si tu me la poses, je crois. Bah, je te laisse y répondre si tu as envie d'y répondre. Bah, c'est que c'est une putain de question, en fait, hein. Mmh. Hem, je vais te faire une réponse, philosophico, métaphysique. C'est que j'ai jamais eu Histoire qu'on évite avec classe, quoi, c'est ça? Hist histoire que quoi? Histoire que tu l'évites avec Non, classe, non, voilà. je vais y répondre. Je vais y répondre, mais je vais trouver un chemin. Hem, j'ai jamais eu de difficulté à répondre à cette question de vision jusqu'à avant le Covid. C'est pour ça que je voulais préciser ça. Et depuis, Covid life là, ça m'a un peu, bah, je suis pas la seule, hein, mais tu vois, des espèces de remise en question et je sens que ça a un peu flouté, tu vois? Alors je dirais pas, je suis pas mépo au complet, tu vois? Mais je sens que ça a un peu flouté. Je sens qu'avant le Covid, il y avait quelque chose d'un point de vue entrepreneurial et business chez moi qui était beaucoup plus yang, qui était beaucoup plus genre, «Ouais, on va monter une équipe, on va y aller, on va faire du CA, on va recruter du monde, on va» voilà. Et que depuis, je sens qu'il y a un truc qui s'est yinisé, je pourrais dire ça comme ça, et que et en fait, je sens que j'oscille entre ces 2 trucs-là, tu vois? Et c'est bon, c'est évidemment, contexte dépendant parce que selon, les entrepreneurs avec lesquels je traîne et cetera, ça influence un petit peu. Mais là, d'avoir passé, les dernières semaines, quelques moments à Paris, à Lyon, avec un secteur entrepreneurial, d'école de commerce et cetera, tu sais, ça avait redynamisé un Mmh. peu Lyon en mode: «Ouais, putain, on va monter des boîtes, on va trouver des investisseurs, on va faire des levées de fonds, machin». Et en fait, je sens que ce truc-là, il peut se mettre en route 2 3 jours, 2 3 semaines, mais Mmh. il repart, tu vois? Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à OK. répondre à cette question-là et donc je pense que le Covid y a un peu fait parce que je pense que ça nous a beaucoup ramené, des choses, plus lentes, plus calmes et comme toi, j'ai fait le choix de partir Mmh. vivre en campagne donc je pense que la vie ici, des fois, est plus longue, plus solitaire et à la fois beaucoup plus, ancrée avec le rythme des Mmh. saisons, avec les rythmes naturels et cetera. Donc où est-ce que je me vois dans 2 3 ans? J'aurai 30 ans, parce que moi, je suis jeune. Ouh! Allez, paf! Eh! C'est bon, j'ai eu 30 ans il y a 4 mois, ça va! J'aurai 30 ans, je pense que je serai dans la Drôme, toujours, parce que j'aime trop ma Drôme, Mmh mh. avec Gaiacita, mon bosseron. Mmh. Et je pense que, je sais pas si bien ta boîte sera toujours là, mais je pense que je serai toujours dans l'accompagnement parce que je me vois pas faire autre chose que d'accompagner. De la formation, je pense, du Mmh. yoga et peut-être j'aurai enfin écrit mon bouquin. Peut-être. Et oui, c'est vrai qu'il y a ce projet qui est toujours sur le feu. Oui, je suis un petit peu à la bourre peut-être, un petit peu. No stress, ça arrivera quand ça arrivera, je Voilà, pense. exactement, dans le respect de la Mmh. temporalité.
Parfait. Merci beaucoup Laura pour ce partage. Merci pour cette heure en ta compagnie et tout ce que tu nous as délivré. Un vrai plaisir toujours de t'échanger, pas du tout, d'échanger avec toi. Je ne t'échange pas, je te garde s'il te tout plaît. court. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi de m'avoir reçu et merci à ceux qui nous écoutent. Oui, à très bientôt. À bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!